La première tentative a donc échoué. Nous remettons les choses au lendemain soir. Nous envisageons une deuxième façon de faire. Scinder les commandos en 2 groupes et les faire traverser à une journée d'intervalle l'un de l'autre. Nous retournons sur nos pas, le cœur gros. Ce sera notre 3e journée dans le secteur d'attente. 2 jours de trop. Je suis hanté par la crainte de nous faire repérer. Les va-et-vient incessants des Junouds laissent des sillons dans les hautes herbes qui peuvent à chaque instant attirer l'attention des avions patrouilleurs ou celle des pilotes de l'aéroclub. Le lendemain, nouvelle réunion avec Hidouche et Daas. Lequel des deux traversera en premier? C'est à eux de décider. Hidouche tient à passer en priorité. Sa proposition est pertinente, il tient à bénéficier de l'effet de surprise nous acquiesçant. Daas, lui, attendra son tour. Pour remettre toutes les chances de succès de son côté, nous proposons à Hidouche d'adjoindre à son unité des hommes de Daas qui savent nager et laisser pour la seconde phase ceux des siens susceptibles de retarder sa progression. Ces derniers étaient nombreux, hélas. Les 2 guides de la Wilaya 2 feront bien évidemment partie du groupe prioritaire. Le premier commando rapidement restructuré compte une 60aine d'éléments. Il se repose en attendant l'heure H. Nous restons aux aguets au pied de la côte 43, tout près de la sentinelle pour surveiller le pan. Le crépuscule nous trouve au contact de la ligne de partage des eaux. Ceux qui savent nager mettent leurs vêtements et leurs équipements dans les canots et se jettent à l'eau. Le groupe de protection passe sur l'autre rive, les canots commencent leur rotation. Les Junouds parvenus sur l'autre rive, presque nus, sont assaillis par les moustiques. Nous le devinons au bruit des claques qu'ils se donnent pour s'en débarrasser. Un incident survient. Un canot chavire avec 3 hommes à bord. Abdenour Haddadi, chef de la première région de la zone 1, se déshabille complètement et plonge dans la rivière, suivi de quelques hommes. Ces maîtres nageurs sauvent les équipements et tirent d'affaire les Junouds qui se noyaient. Nous perdons un mat 49. Une fois l'ensemble des 60 commandos rassemblés sur la berge ouest de la Bouna Moussa, Ahmed Tarhouch et ses passe-murailles foncent en direction de la ligne. Je reste sur place avec le gros de nos forces pour contrer une réaction éventuelle de l'ennemi. 2 heures plus tard, Tarhouch est de retour avec son groupe. Hidouche et ses hommes ont franchi la ligne à 21 heures précises dans la nuit du 24 juin 1959. La joie d'avoir réussi nous envahit. Nous donnons des consignes encore plus strictes aux sentinelles. Vigilance, vigilance. Demain, ce sera le tour de Daas. Nous dormons très peu. Le silence nocturne amène jusqu'à nous les halètements de l'immense machine de guerre des Français. Moteurs d'avions, de camions GMC, crissements de pneus sur l'asphalte, tirs dans les lointains. L'aube nous trouve sur nos pieds. Il faut préparer le commando Daas. Les recommandations fusent, vigilance, discrétion, rapidité, encore et toujours. Nous sommes confiants. Hidouche a eu la possibilité d'arriver à l'Eddour puisqu'il a franchi la ligne dans les temps. Nous espérons qu'il est hors d'atteinte. La journée s'étire. Nous sommes redevenus optimistes. Vers 16h30, une de nos sentinelles nous fait signe que quelque chose se passe. De la hauteur, côté 43, sur la carte d'état-major, nous découvrons des camions bourrés de soldats à l'arrêt sur le pont. À travers les lunettes d'approche, nous apercevons d'autres militaires qui s'agitent dans les talus en bas du pont. Nous pensons d'abord à une simple détection du franchissement de la veille, auquel cas, il ne nous resterait qu'à choisir un autre lieu de passage pour Daas. Une première indication nous est donnée par les cercles qui décrivent autour de nos emplacements, à hauteur respectable quand même, 2 hélicoptères de commandement. Nous comprenons immédiatement qu'il y a du nouveau. La présence de ces ventilos annonce apparemment une opération en cours ou en préparation. Nous décidons de quitter les lieux dès la nuit tombée. Nous rejoignons une hauteur non loin de Mishta Ouled Boubker en laissant derrière nous la section Hamden, dont c'est le secteur opérationnel et qui restera sur place quoi qu'il advienne. Nous passons la nuit dans un qui-vive éprouvant. Le matin, des tirs d'artillerie provenant de la mer ciblent l'endroit où nous avons laissé Hamden, exactement là où nous étions avant notre repli. Les tirs se poursuivent pendant près de 4 heures. Ils sont tellement denses qu'ils font un bruit continu de tambour. Le savoir-faire et l'expérience de Hamden et de ses hommes pourront-ils les tirer d'affaire? La journée s'étire pesante. Qu'a-t-il pu arriver à l'unité Hidouche? Le sort de nos compagnons nous préoccupe. À la nuit tombée, un homme dépêché par Hamden nous apprend que la section est indemne et que les Français n'ont pas débarqué de troupes.
Ils se sont contentés de bombarder à partir du large. Nous nous perdons en conjectures. Nous ne savons toujours pas ce qui a pu arriver, mais une chose est évidente, si les hommes de Hidouche n'ont pas pu traverser la Saïbouz, ils ont sûrement été interceptés. L'activité intense de l'artillerie et de l'aviation dans la plaine d'Annaba tout au long de la journée, bien en deçà de la rivière Saïbouz, tend à le confirmer. Des civils venus d'Ouled Boubker et qui ne savent pas que nous venons de faire passer un commando parlent d'une violente bataille. Depuis le début de la Révolution, disent-ils, ils n'ont jamais vu une telle débauche de moyens de la part de l'ennemi et une aussi grande résistance du côté de l'ALN. Les avions, racontent-ils, commencent leur piquer au-dessus des faubourgs sud d'Annaba. C'est pour nous la confirmation que Hidouche a été accroché. Le lendemain, en fin de journée, un élément de reconnaissance du groupe spécial nous rejoint et nous fournit quelques réponses à nos interrogations. Hidouche n'avait pas pu traverser la Saïbouz. La première explication qui vient à l'esprit est que les guides, qui avaient largement le temps de l'amener jusqu'au point de passage de la rivière, ont failli à leur mission. Sinon, pourquoi s'est-il rabattu sur les orangeries des colons à la limite des faubourgs sud d'Annaba? Peu à peu, des indiscrétions fusent par bribes de la bouche des Djounoud. Les guides déploraient la lenteur des hommes de Hidouche. Nos hommes n'avaient pas jugé utile de nous en parler. Rien ne pouvait justifier et encore moins excuser la défection des deux guides. Une telle manière d'agir, si c'est bien l'hypothèse à retenir, est pire qu'une lâcheté. C'est une trahison. N'eût été que pour l'histoire, et c'est le plus important, pourquoi plus tard ces guides n'ont pas été recherchés afin qu'ils s'expliquent. Selon une autre version qui laisse entière la responsabilité des guides puisque le commando n'a pas suivi le bon chemin, un homme, après la traversée, se serait séparé de la colonne par fatigue ou pour toute autre raison. Il aurait été surpris sur la route Annaba-Soukharas par les militaires français et il aurait parlé. Si bien que, sachant tout de l'unité de Hidouche, les Français ont eu tout le temps pour mettre en place leur dispositif. J'ai longtemps pour ma part hésité entre plusieurs hypothèses jusqu'au jour où, après l'indépendance, j'ai refait en compagnie de Mabrouk Haifi le chemin qu'aurait dû suivre Hidouche pour rejoindre le Dour. En jetant un regard sur les plaines, les talwegs, les hauteurs et les encaissements, une évidence s'est imposée. Nous nous sommes regardés, nous pensons à la même chose. Dans l'état physique où était la majeure partie de ces hommes, Hidouche n'avait eu aucune possibilité d'enlever ces espaces d'un seul coup de jarret. N'ayant pu lui faire traverser la Saïbouz, les guides, conscients du danger, avaient sans doute jugé bon pour eux de la traverser à la nage. Hidouche, contraint et forcé, s'était dirigé vers le nord pour rechercher le couvert des orangeries, nombreuses à la périphérie sud de Annaba. C'était se jeter dans la gueule du loup. Hidouche et ses hommes, à peine une soixantaine, opposeront une résistance farouche à des forces ennemies infiniment plus nombreuses. Ils périront en braves. Nous saurons par la suite que seuls 3 Djounoud blessés ont été faits prisonniers. Ce jour-là, les Français étaient accompagnés de journalistes, dont beaucoup d'Anglais, auxquels ils vantaient la réussite de leur politique de pacification. Cette bataille fut pour eux un cinglant camouflé, d'autant que, parallèlement, des katibas de la Wilaya 2 faisaient diversion en attaquant d'autres objectifs. L'Algérie indépendante érigera une stèle à la mémoire de ces héros à l'endroit même où ils sont tombés. Nous passons donc la nuit à Djbel Helloufa. Le lendemain, nous prenons la route pour rejoindre le PC de la zone, remettant à plus tard le passage du commando Daas pour ne pas l'empêtrer dans les mailles d'une opération de recherche et d'anéantissement. Notre premier objectif est le mont Kef Deba, près du village de Toustin, futur Zitouna. La région très boisée nous permet de nous déplacer de jour. Soudain, un bruit de moteur d'avion nous surprend. Le vrombissement emplit le ciel. Il se rapproche. Il est sur nous. Nous nous dispersons immédiatement pour ne pas offrir de cible facile. Les appareils apparaissent. Une dizaine de T-6, de T-28 et de Spitfire. Ils prennent la direction de Djbel Ali, au-delà de la route goudronnée de la cale Soukharas. Arrivés au-dessus de leur objectif, ils remontent, virent sur l'aile, reviennent et piquent de nouveau. Nous pensons d'abord à un accrochage avec la 3e compagnie de Abdelkader Qara. Généralement, l'accrochage commence de 2 manières. Lorsque nos unités sont détectées au moment de leur déplacement, souvent pour attaquer les postes adverses, soit lorsque les Français occupant des points hauts prennent l'initiative de l'embuscade qui tourne souvent à l'accrochage.
Il faut dire qu'une embuscade qui se prolonge est une embuscade ratée. Elle risque de mal finir pour celui qui l'a dressée. Juste avant le crépuscule, nous traversons la route asphaltée et les enchevêtrements d'obstacles divers de la seconde ligne Châle, en rapide extension. Nous enjambons des fils, heureusement non encore électrifiés, et coupons droit à travers des champs sans nous préoccuper d'éventuelles mines. Nous observons des déplacements de population vers l'ouest. Cette migration forcée de nos populations vise à créer un no man's land entre l'ouvrage initial, Maurice, et celui qui est en passe de le doubler, plus à l'est. Passé cette zone de tous les dangers, la fatigue se fait sentir. Suffisamment éloignés de la zone étroitement quadrillée, nous nous arrêtons et nous essayons tant bien que mal de récupérer. Les hommes les plus valides se placent en sentinelle à la périphérie de notre position. Au matin, nous reprenons la progression vers le PC de la première région. Quand nous abordons l'endroit bombardé la veille, les hommes s'arrêtent. Intrigués, nous nous portons en tête. Nous avançons avec précaution et selon une formation appropriée pour ne pas être pris au dépourvu. Tout au long de la piste gisent des mulets morts, débarrassés de leurs bas et de leurs charges. Abdenour reconnaît quelques-uns de ces bêtes. Il se rappelle qu'un convoi de ravitaillement devait lui parvenir. Encore un mauvais présage, que s'est-il passé? Qui s'est emparé des vivres? Nous le saurons très vite. L'adjudant Zerrad rencontré nous explique que les bombardements de la veille ont décimé les bêtes, mais que ces hommes ont pu récupérer le chargement. Une fois au PC de la première compagnie, l'adjoint en chef de la zone, Abdelkader Abdellaoui, qui nous attendait avec impatience et qui ne s'expliquait pas le temps excessif mis à exécuter l'opération, nous déclare que le colonel Nasser n'a pas cessé de nous réclamer. Ahmed Tarkhouch et moi-même rejoignons donc directement le point de rencontre sans passer par le PC de la zone. Le colonel Nasser, pressé de savoir ce qui s'était passé, avait mis, chose inhabituelle, un véhicule à notre disposition. À Gardimaou, nous sommes conduits immédiatement devant lui. L'homme semble avoir gagné en corpulence depuis notre dernière rencontre. Il est en linge de corps, la colère le rend méconnaissable. Il nous laisse debout, figés au garde-à-vous. Il commence par faire l'éloge du commando Hidouche et martèle que ce dernier vient d'écrire une page glorieuse de l'histoire de la Révolution. Ce préambule avec lequel nous sommes plus qu'il ne l'imagine, d'accord, cache en réalité un reproche qui n'ose pas s'exprimer crûment. Nous essayons de lui exposer le détail de l'opération de franchissement en vain. Sa conviction est faite. Il pense que nous avons, par parti pris, fait passer Hidouche en premier. Nous essayons encore une fois de placer un mot sans succès. Ce soupçon, ne nous l'admettons pas, d'autant que c'est lui, personnellement, qui avait porté son choix sur cette région de la zone 1. Il aurait été plus judicieux qu'il optât pour les monts des Bni Salah, au nord de Soukharas, lesquels ont été de tout temps une voie de passage relativement maîtrisée par les passeurs des compagnies d'acheminement. Ces réprimandes étaient injustes. Hidouche, en franchissant la ligne, n'avait-il pas intégré dans ses effectifs beaucoup d'éléments du commando d'Az? Le colonel ne veut rien écouter. La colère déforme ses traits. D'un geste brusque, il nous fait comprendre que l'entrevue est terminée. Nous tournons les talons, choqués par tout ce que nous venons d'entendre, alors que des dizaines d'hommes, au péril de leur vie, avaient fait l'impossible pour accomplir leur mission. Ce chef, aux connaissances très en deçà de ses responsabilités, mais que nous respectons pour sa sincérité et sa piété, et aussi parce que c'était un maquisard de la première heure, n'en était pas à sa première erreur. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Déjà par le passé, l'imprévoyance du chef du commandement opérationnel militaire avait coûté la vie à 18 moudjahidines, dont certains étaient des vétérans du 1er novembre 1954. Lorsque Hambli s'était rendu aux Français, aucune mesure n'avait été ordonnée, comme par exemple renforcer les moyens de ceux qui avaient refusé la reddition ou leur faire changer de lieu de bivouac pour parer à un mauvais coup prévisible de la part de celui qui était parti en proférant des menaces contre ceux qu'il n'avait pas pu convaincre. Hambli reviendra à Djebel Sidi Ahmed pour assassiner Ali Ben Brahim, son ancien adjoint, et 17 maquisards. La patrouille dépêchée par Moussa Hassani et conduite par Al-Khadar Messabhiya découvrira avec horreur avec quelle sauvagerie Ali Ben Brahim et son groupe avaient été massacrés. Le COM n'avait tenu compte d'aucune remarque, d'aucune mise en garde des anciens compagnons de Hambli. Délibérément, en aucune façon, Mohammed Saïd n'avait tout simplement pas anticipé la vengeance de Hambli.
Lorsque les basses œuvres des colonels français de l'action psychologique introduiront la suspicion dans nos rangs et que d'innombrables jeunes combattants seront dans les wilayas 3 et 4 mis à mort, quelles ont été les directives données au commandement de ces wilayas par le chef du COM? Être sur leur garde, étant donné l'offensive tout azimut que les Français menaient contre nous, ou bien foncer tête baissée dans ce qui pouvait être un piège et se mettre à torturer et à décimer à tour de bras. L'histoire retiendra que le chef de la wilaya 2, le colonel Ali Kafi, heureusement inspiré comme il sait l'être dans les grands moments, a refusé de croire à la félonie généralisée des cadres de sa wilaya. La Bleu 8 ne réussira pas chez lui. Comme quoi, le meilleur antidote à la bêtise est encore le bon sens.